bonsoir. Si vous avez déjà voyagé au Japon et que vos pas vous ont mené jusqu'au tumulte de Tokyo, peut-être avez-vous traversé l'effervescence du quartier de Shibuya. Vous savez, là où des centaines de silhouettes se croisent chaque minute, au cœur du célèbre carrefour aux 1000 pas. Et juste à la sortie de la gare, là où le flot incessant des passants se presse et se croise sous les écrans lumineux, se dresse une statue. Pas un général à cheval, ni un empereur au regard de pierre. Non. Cette statue de bronze ne rend hommage ni à un conquérant, ni à un grand nom de l'histoire. Elle représente un chien, simplement un chien, assis, calme, digne, les oreilles tendues comme à l'écoute du monde. On s'y retrouve entre amis, on y attend l'être aimé. On la photographie sans toujours en connaître le nom. Beaucoup passent devant elle comme on passe devant un vieux souvenir dont on aurait oublié l'origine. Et pourtant, derrière ce bronze silencieux se cache l'un des récits les plus bouleversants qu'on puisse raconter. Il y a en effet des histoires qu'on lit, qu'on écoute, puis qu'on oublie. Et puis, il y en a d'autres, plus rares, qui restent plantées dans un coin du cœur comme une écharde douce. Des histoires vraies, si simples, si pures, qu'elles échappent à l'analyse. Des histoires qu'on ne comprend qu'avec les larmes. L'histoire de Hachiko fait partie de celle-là. Une histoire si simple, si pure, qu'elle échappe à ceux qui ne savent plus écouter. Une histoire qui ne s'explique pas, qui ne s'analyse pas. Elle se ressent. Certains l'ont jugée naïve. Un homme, un chien, voilà tout. Mais non, car cette statue n'est pas qu'un chien de bronze. C'est un miroir, un rappel que l'amour, le vrai, celui qui ne demande rien, existe et peut survivre à tout. Alors ce soir, dans le silence de la nuit, loin des rumeurs du monde et des jugements secs, prenez le temps, laissez de côté ce qui ne compte pas, et écoutez cette histoire. Une histoire vraie, une histoire qui a traversé les frontières, les langues, les décennies, une histoire d'attachement, de perte, de fidélité, de beauté. L'histoire de Hachiko, le chien qui n'a jamais cessé d'aimer. Bonne écoute et douce nuit. Le vent d'hiver rugissait à travers les collines d'Odate, dans la préfecture d'Akita. Dans la petite ferme de l'éleveur Saito, blottie entre les montagnes, la neige tombait de rue, recouvrant les chemins et les toits d'un épais manteau blanc. C'était un 10 novembre 1923. Une portée de chiots venait de naître dans une grange de bois sombre, près du poêle à charbon. Parmi eux, un petit mâle au pelage blanc crème. Fragile, silencieux, observateur. On le nomma Hachiko, un prénom composé de Hachi, le chiffre 8 en japonais, symbole de chance, et du suffixe affectueux ko, un nom simple, porteur d'espoir. À Odate, on connaissait bien les Akita Inu. Ces chiens robustes, autrefois gardiens des nobles et chasseurs d'ours, étaient réputés pour leur loyauté farouche. Mais la lignée pure se faisait rare. On disait que seuls quelques vrais Akita, au regard profond et au port noble, subsistaient dans les montagnes du Nord. C'est à plus de 600 kilomètres de là, à Tokyo, qu'un homme avait entendu parler de cette portée. Un professeur à l'université impériale, passionné par les espèces japonaises et sans enfant, cherchait un chien. Pas n'importe lequel. Un compagnon. Le professeur Hidesaburo Ueno était un homme méthodique, discret, mais dont la solitude silencieuse laissait parfois deviner un cœur doux. Il enseignait l'agronomie et vivait dans le quartier de Shibuya, dans une maison modeste entourée d'un petit jardin qu'il entretenait lui-même ou avec l'aide de son vieux jardinier, Kobayashi.
Quand il apprit par l'un de ses anciens élèves qu'un chiot de pure race Akita était disponible à Odate, il n'hésita pas. Un jour de janvier 1924, un cheminot enveloppa le jeune Hachi dans une vieille couverture et le plaça avec précaution dans un sac de riz épais pour le protéger du froid. Le train de nuit allait durer près de 20 heures. 20 heures de sifflements, de bruits métalliques, d'arrêts silencieux au cœur de gares enneigées. Lorsque le train s'arrêta enfin à la gare d'Ueno, à Tokyo, un jeune homme attendait sur le quai. Il ouvrit le sac avec précaution. Hachi leva les yeux, hésitant, les oreilles à moitié rabattues. Ses pattes tremblaient sur le sol du quai, trop lisse, trop vaste. Le jeune homme sourit et murmura « Bienvenue à Tokyo, petit ». Hachi fut emmené dans une maison qu'il ne connaissait pas, au bout d'une rue bordée de murets et de pins taillés. Là, dans une pièce au plancher lustré, un homme aux cheveux poivre et sel s'agenouilla. Il tendit une main. Le chiot s'en approcha avec prudence. Le professeur Ueno le regarda longuement, puis dit doucement « Hachi, oui, ce sera ton nom. » Et c'est ainsi que tout commença. Les premiers jours à Tokyo furent un mélange de découverte et d'appréhension pour Hachi. Le vacarme de la ville, les odeurs étrangères, les visages pressés. Tout cela contrastait avec les bois paisibles d'Odate. Mais dans cette maison de Shibuya, Hachi trouva rapidement des repères. Le professeur Ueno vivait seul, entouré de livres, de papiers et de silence. Loin d'être froid, il avait cette façon discrète mais constante de prendre soin de ce qui l'entourait. Il arrosait ses plantes chaque matin comme on récite une prière. Il remerciait son thé comme on remercie une présence fidèle. Et il accueillit Hachi comme un égal. Le petit chien ne fut jamais enfermé dans une niche au fond du jardin. Non. Le professeur lui fit une place dans la maison, puis bientôt sous son lit, et parfois même au pied du futon. Hachi avait sa propre écuelle, mais finissait souvent par manger les restes du professeur, installé à côté de lui, comme un vieux compagnon de table. Et puis, il y avait la voix de Ueno, une voix calme, toujours posée. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était avec douceur. Il appelait Hachi sans hausser le ton, et Hachi accourait, non pas par dressage, mais parce qu'il aimait ce timbre qui ne jugeait pas. Chaque matin, un rituel s'installa. Vers 7 heures, le professeur enfilait son manteau, attrapait sa serviette et appelait doucement « On y va, Hachi ?» Alors le chien bondissait hors de son coin, battant la queue, prêt pour leur promenade matinale. Ensemble, ils descendaient les rues encore calmes de Shibuya jusqu'à la gare. Là, devant les grilles du quai, Hachi s'arrêtait. Il regardait son maître s'éloigner, monter dans le train de banlieue, et s'asseyait, attentif, silencieux. Mais le plus beau moment, c'était le soir. Hachi revenait seul, chaque jour, un peu avant l'heure. Il s'installait devant la gare, face au flot de passants. Il ne bougeait pas. Il scrutait. Et dès que la silhouette du professeur apparaissait dans la foule, sa queue se mettait à frétiller, ses pattes trépignaient, et il bondissait à sa rencontre. Les habitués de la gare commencèrent à remarquer ce rituel. Le chien blanc, toujours ponctuel, toujours fidèle. Il y avait quelque chose de digne, presque noble, dans sa posture. Il ne mendiait pas, ne gênait personne. Il attendait, tout simplement. Le temps passa, comme il le fait toujours lorsqu'on ne le surveille pas. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et bientôt, Hachi n'était plus un chiot tremblant, mais un jeune Akita vigoureux, au regard attentif et à la démarche élégante.
Chaque matin, au même rythme que le sifflement du train, le rituel s'ancrait plus profondément encore. Ueno ajustait son chapeau, nouait son écharpe, prenait sa serviette, et Hachi se levait sans qu'un mot soit prononcé. Le chien marchait à ses côtés avec une sorte de fierté discrète. Ils descendaient la rue de Shibuya ensemble, côte à côte, comme deux êtres qui se comprenaient sans avoir besoin de se parler. À la gare, toujours au même endroit, Ueno s'agenouillait, caressait brièvement le sommet du crâne de son compagnon et disait simplement « Je reviens ce soir, Hachi ». Et Hachi restait là un moment, les yeux fixés sur la silhouette de son maître qui disparaissait dans le wagon. Puis il repartait vers la maison, comme si cette séparation n'était qu'une parenthèse. Le soir venu, bien avant l'heure, il quittait la maison, traversait les ruelles, attendait aux abords du quai. Il connaissait le son du train, l'heure exacte où il devait arriver. Et dès que les portières s'ouvraient, son regard scrutait la foule. Pas un jappement, pas un gémissement, juste l'attente. Et puis, il le voyait. Ueno descendait, un peu courbé sous le poids de la journée, et Hachi, en un éclair, retrouvait sa vivacité. Il bondissait, remuait la queue, puis trottinait fièrement à ses côtés jusqu'à la maison. Certains passants s'étaient habitués à la scène. Des commerçants le saluaient d'un geste de la main. Des enfants le pointaient du doigt. « Regarde, c'est le chien du professeur. » Mais Hachi ne cherchait pas l'attention. Il n'avait Dieu que pour cet homme-là, celui qu'il avait choisi, celui qu'il aimait. Parfois, quand il pleuvait, Ueno abrégeait sa journée pour rentrer plus tôt. Et parfois, quand la neige tombait fort, il prolongeait son trajet à pied pour accompagner Hachi jusque devant la porte. Ils s'abritaient tous les deux sous le même parapluie, avançant lentement dans le silence feutré des soirs d'hiver. Dans ces moments-là, le monde extérieur n'existait plus, ni la guerre en Chine, ni la politique, ni les tensions sociales. Juste un homme et son chien, marchant ensemble dans la lumière tremblante des lampadaires. À la maison, le soir, tandis que le professeur corrigeait ses papiers ou lisait à voix basse, Hachi dormait à ses pieds. Il bougeait parfois dans son sommeil, comme s'il rêvait encore des pas partagés, des chemins connus. Ce quotidien simple, cette régularité tissée de gestes doux, formait une musique, une sorte de tic-tac invisible, un battement d'âme. Et ce tic-tac, c'était leur bonheur. Le matin du 21 mai 1925, le ciel était clair, d'un bleu pâle, comme on en voit après les pluies de printemps. Les ruelles de Shibuya s'animaient doucement. Le professeur Ueno, comme toujours, s'habilla sans hâte. Il prit son manteau, sa serviette, et appela Hachi d'un ton doux. Le chien accourut, joyeux. Ils descendirent la rue ensemble. Arrivé à la gare, Ueno se pencha, caressa le museau de son fidèle compagnon et murmura « Je reviens ce soir, Hachi ». Et le train partit, emportant le professeur vers l'université, comme chaque jour. Hachi resta quelques instants à regarder les rails, puis s'éloigna lentement, le pas tranquille. Il reviendrait, comme toujours, quand l'heure viendrait. Ce jour-là, à 15 heures, il était là, à sa place, assis, le regard tourné vers la sortie de la gare, comme s'il guettait dans la foule un visage familier. Les passagers descendirent, les uns après les autres. Un homme pressé, une femme fatiguée, un écolier en uniforme. Mais Ueno ne descendit pas. Hachiko resta. Peut-être avait-il raté le train. Peut-être arriverait-il avec le suivant. Alors il attendit. Les minutes devinrent des heures. La lumière baissa. Les cris se firent rares. Les pas s'espacèrent. Les employés refermèrent les portillons.
Les stores glissèrent lentement et la gare se vida. Mais Ueno ne vint pas. Alors, lentement, il fit demi-tour. Seul. Ce soir-là, il ne mangea pas. Il alla se coucher près de la porte, comme s'il l'attendait encore. Le lendemain, il revint. Même heure, même place. Hachiko s'assit comme à son habitude, les yeux tournés vers la sortie de la gare. Et encore une fois, son maître ne vint pas. 3 jours durant, Hachi refusa toute nourriture. Il restait couché sur le sol, la tête posée contre une veste que le professeur avait portée. Il la reniflait encore et encore, comme pour se convaincre qu'il n'avait pas disparu, que tout cela n'était qu'un retard, une erreur, une journée comme les autres. Mais les voix autour de lui n'étaient plus les mêmes. Elles étaient graves, contenues, comme étouffées par quelque chose de trop lourd à dire. Car la nouvelle était tombée. Le professeur Hidesaburo Ueno était mort, brutalement, le jour même où il avait pris ce dernier train. Une hémorragie cérébrale, foudroyante, l'avait frappé en plein cours, à l'université. Il s'était effondré devant ses élèves, sans prévenir, sans un mot d'adieu. Le 25 mai, jour de la veillée funèbre, la maison était pleine de gens en noir, de regards humides, de silences pleins de choses qu'on ne disait pas. Et dans ce chagrin diffus, une scène marqua ceux qui étaient là. Un chien se tenait immobile devant la porte, le museau vers la rue, comme s'il attendait un pas familier, comme si, dans ce vacarme de deuil, eux seuls espéraient encore. Après la cérémonie, la maison se vida. Le silence s'installa, épais comme un brouillard. La compagne de Ueno, Yaeko, dut quitter les lieux. N'étant pas officiellement mariée, elle ne pouvait rester dans la demeure. Elle emmena Hachi chez des parents, dans une autre partie de Tokyo, pensant lui offrir un nouveau foyer. Mais Hachi n'était pas fait pour l'oubli. À peine installé dans sa nouvelle maison, il fugua. À travers les ruelles, les artères de la ville, les senteurs inconnues, il retrouva le chemin de Shibuya. Il revint à la gare. Il s'assit. Et il attendit. Encore. Ce soir-là, comme tous les autres, le train entra en gare. Les portières s'ouvrirent. Les voyageurs descendirent. Mais Ueno n'était pas parmi eux. Et pourtant, Hachi resta là. Il avait décidé. Il attendrait. Les semaines qui suivirent furent dures. Pour Hachi, le monde avait perdu sa cohérence. Il n'y avait plus de main sur son front, plus de voix douce à l'aurore, plus de pas à suivre dans les rues fraîches du matin. Le vide laissé par le professeur Ueno était partout. Dans la maison désormais silencieuse, dans l'air, dans l'odeur des pierres, dans l'attente même. Après avoir fugué une première fois pour revenir à Shibuya, Hachi fut confié à d'autres proches. Une famille du quartier de Nihonbashi qui tenait un magasin de kimonos. On espérait qu'il s'apaiserait. Mais dans cette boutique où les tissus colorés s'agitaient à chaque courant d'air, Hachi ne trouvait ni réconfort ni paix. Il n'aimait pas les inconnus. Il sautait sur les clients. Il reniflait frénétiquement les manteaux. Il dérangeait. Alors, on le confia à un autre homme, Takahashi, dans un quartier différent. Mais le résultat fut le même. Chaque fois, Hachi s'échappait. Il profitait d'une porte mal fermée, d'un moment d'inattention, et filait dans les ruelles. Il traversait des quartiers entiers, parfois des kilomètres, guidé par cette seule chose qu'aucun humain ne pouvait comprendre, l'espoir. Son instinct le ramenait toujours au même endroit, la gare de Shibuya. Et là, à la même heure, il s'asseyait. Dans les premières années, les passants ne le regardaient pas avec tendresse. Ce chien sale, errant, n'était pas le bienvenu. Certains le repoussaient du pied.
D'autres le frappaient pour qu'il s'en aille. Les marchands, irrités par sa présence, le chassaient comme une nuisance. Mais Hachi revenait. Il revenait encore et encore, toujours à l'heure du train. Toujours au même endroit, toujours seul. Un jour, le vieux jardinier, Kobayashi, celui qui avait travaillé dans la maison du professeur, apprit ce qu'était devenu le chien. Il avait vu dans le regard de Hachi, dès sa jeunesse, quelque chose d'exceptionnel. Il le retrouva. Il le ramena chez lui, dans le quartier de Yoyogi Tomigaya, non loin de Shibuya. Là, enfin, Hachi trouva un peu de paix. Mais la paix n'était pas ce qu'il cherchait. Chez Kobayashi, il mangeait, dormait, mais chaque jour, comme mu par une force ancienne, il quittait la maison, traversait les rues, passait devant les temples, évitait les charrettes, longeait les rails et s'installait devant la gare. C'était 1927. 2 ans avaient passé depuis la mort de Ueno, et pourtant, pour Hachi, l'attente ne faisait que commencer. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'il continuait parfois à passer par l'ancienne maison. Il allait jusqu'à regarder par les fenêtres. Il inspectait le jardin. Il reniflait les pierres. Il espérait encore entendre cette voix. Et quand il constatait que le professeur n'était pas là, il reprenait la route vers la gare. Il s'asseyait de nouveau, en silence. Les employés de la gare commencèrent à le reconnaître. Il ne faisait de mal à personne. Il n'aboyait pas. Il n'exigeait rien. Il regardait. On lui donna parfois un reste de bento, un peu d'eau, un vieux tapis. On lui donna aussi un surnom. On cessa de l'appeler ce chien-là, le Klebs de Shibuya. On l'appela Hachiko, le vieux Hachi, le fidèle Hachi, le chien du professeur. À partir de 1927, Hachiko cessa d'appartenir à un seul homme. Le professeur Ueno n'était plus là, mais dans les rues de Tokyo, dans les rames de train, dans les cœurs fatigués des voyageurs, on parlait de lui, par l'intermédiaire de son chien. Chaque jour, matin et soir, Hachiko refaisait le même trajet. Il partait de chez Kobayashi, traversait les rues animées de Shibuya et venait s'asseoir devant la gare. Toujours au même endroit, toujours à la même heure. Les passants commencèrent à le reconnaître comme une silhouette familière, comme un repère. Il faisait partie du décor, mais un décor vivant, un morceau de mémoire. Certains s'arrêtaient, intrigués. Pourquoi ce chien reste-t-il ici tous les jours? Et les habitués répondaient, il attend son maître, depuis des années. Hachiko, lui, ne savait rien de l'écoulement du temps. Les saisons passaient sur son dos, et son regard ne faiblissait pas. La pluie, la neige, la chaleur moite de l'été tokyoïte, rien ne le décourageait. Il s'asseyait, le dos droit, le regard tourné vers les portières du train de 15 heures. Il ne guettait pas un bruit, mais une silhouette. Celle qui descendait était trop rapide, trop distraite. Mais dans l'esprit d'Hachiko, un seul homme pouvait encore, un jour, apparaître. Ce n'était pas impossible. Pas encore. Il attendait. Dans les couloirs de la gare, on le croisait. Les employés commencèrent à lui parler. Certains lui apportaient discrètement à manger. D'autres veillaient à ce qu'il ait un coin pour se reposer, à l'abri du vent. Un vieux chef de gare, un certain Matsui, lui construisit même un petit abri sous le toit de la billetterie. Pas bien grand, mais assez pour se blottir les jours de tempête. Et dans cette attente, quelque chose d'étrange se produisit. Les gens commencèrent à croire avec lui. On vit dans ce chien non plus seulement une bête obstinée, mais un modèle, une image, la fidélité incarnée, une loyauté pure, inaltérable, sans condition. Il ne cherchait ni récompense, ni reconnaissance. Il attendait. En 1932,
un homme changea le destin de Hachiko. Son nom était Hirokichi Saito, un ancien élève du professeur Ueno, devenu lui-même spécialiste de la race Akita. Un jour, en descendant d'un train à Shibuya, il remarqua le chien blanc. Il le reconnut immédiatement. Il l'avait vu autrefois aux côtés du professeur. Il le suivit discrètement, vit qu'il repartait vers le quartier de Yoyogi Tomigaya. Il comprit. Il interrogea Kobayashi. Il recoupa les souvenirs, puis il écrivit. Un article parut dans le journal Asahi Shimbun le 4 octobre 1932. Le titre « L'histoire émouvante d'un vieux chien, 7 ans qu'il attend son maître décédé ». Et là, tout changea. Lorsque l'article de Saito parut dans les pages du Asahi Shimbun, le Japon, en ce début des années 1930, connut un rare instant d'unité. Dans un pays en mutation rapide, tiraillé entre modernité et tradition, l'histoire de ce chien fidèle toucha quelque chose de profond, d'essentiel. On parlait de récession, de tensions internationales, de changements sociaux. Mais pendant quelques jours, ce fut Hachiko qui était sur toutes les lèvres. L'article, à la fois factuel et bouleversant, racontait ce que Shibuya avait déjà vu depuis longtemps, l'histoire d'un chien qui, 7 années durant, était venu chaque jour attendre son maître mort. Rien que cette phrase suffisait à troubler les cœurs. Des enseignants commencèrent à évoquer Hachiko dans les écoles. On l'utilisait comme exemple de fidélité. On disait aux enfants « Regardez comme l'amour peut être patient, comme il peut survivre à l'absence, à l'incompréhensible. » On leur expliquait que cet amour-là, celui qui n'a besoin ni de mots, ni de preuves, est sans doute le plus pur qui soit. Et beaucoup comprenaient. Peut-être pas avec leur tête, mais avec ce qu'ils avaient de plus vrai en eux. Parce que chacun, même petit, a déjà perdu quelqu'un, ou craint de le perdre. Et tous rêvaient, au fond, d'aimer ou d'être aimé comme Hachiko aimait. Des poètes lui dédièrent des haïkus. Des artistes dessinèrent sa silhouette. Des photographes vinrent capter son image, ce chien immobile, noble, assis à sa place habituelle, à l'heure du train. Puis, la radio s'empara de l'histoire. Le nom de Hachiko résonna dans les foyers, jusque dans les campagnes reculées. Et peu à peu, la foule afflua. Des familles, des vieillards, des enfants. Tous voulaient voir le chien de Shibuya. Certains s'agenouillaient devant lui, d'autres lui murmuraient des mots. Il recevait du riz, du poisson grillé, des gâteaux, parfois même des fleurs. Mais Hachiko ne comprenait pas tout cela. Il mangeait ce qu'on lui donnait, dormait sur les tapis qu'on lui offrait, supportait les caresses, les flashs, les exclamations. Mais ses yeux restaient fixés sur l'horloge, sur la voix, sur l'absence. Parmi ceux qui furent bouleversés par l'histoire de Hachiko, un groupe de citoyens lança une idée, ériger une statue. Un comité fut formé. Des dons affluèrent de tout le pays. Petites pièces, billets, enveloppes anonymes. Tous voulaient participer. C'était une manière de dire merci, une manière de graver cette histoire dans la pierre. Un sculpteur fut choisi, Teru Ando. Il passa des semaines à observer Hachiko, à capturer sa posture, son regard, sa patience. Et enfin, le 21 avril 1934, la statue fut inaugurée devant la gare de Shibuya. Une œuvre en bronze, à taille réelle, représentant le chien assis tel qu'il attendait. Une plaque fut apposée, sobrement. Chuken Hachiko, le chien fidèle. Ce jour-là, la foule était immense. Et Hachiko était là. Oui, il était là, à sa place, comme tous les jours. Mais cette fois, entouré de fleurs, de drapeaux, de larmes. Certains disent qu'il comprit
que ses yeux semblaient émus. D'autres disent qu'il resta simplement digne, comme toujours. Il n'avait jamais demandé d'hommage. Il n'avait rien voulu de tout cela. Mais il fut honoré, comme peu d'êtres le furent. Désormais, son attente avait une ombre, une mémoire de bronze. Mais Hachiko, lui, n'avait pas fini d'attendre. Les années s'étaient écoulées. La silhouette de Shibuya changeait. Les rues devenaient plus larges, les vitrines plus hautes, les foules plus denses. Mais une chose restait identique, inaltérable, comme une montre oubliée sur une étagère. Hachiko était toujours là, mais lui aussi changeait. Sa démarche était moins vive. Son pelage, jadis éclatant, se ternissait, hérissé de poussière et d'hiver. Une de ses oreilles, affaissée, gardait la trace d'un ancien mal. Ses yeux restaient vifs, mais fatigués. Certains jours, il dormait plus longtemps. D'autres, il mettait plus de temps à se lever. Et pourtant, il revenait. Toujours à l'heure du train. Toujours au même endroit. Le 8 mars, un matin gris, le ciel de Tokyo était bas et lourd. Une brume sale collait au toit. Hachiko n'était pas à sa place habituelle. Les employés s'inquiétèrent. On le chercha dans les ruelles, dans les coins tranquilles qu'il aimait. On fouilla derrière les entrepôts, sous les auvents, appelant doucement son nom. Et c'est près du pont Inari, dans une ruelle qu'il n'arpentait jamais, qu'un vieil homme le trouva. Allongé dans la poussière, les yeux mi-clos, le souffle imperceptible, paisible. Son cœur avait lâché à 11 ans, sans bruit, comme il avait toujours vécu. Mais certains dirent qu'il n'était pas vraiment mort. Quand ce matin gris, Hachiko avait simplement fini d'attendre, que son âme, lasse mais fidèle, avait enfin pris le bon train, celui que son maître avait emprunté 9 ans plus tôt, et qu'à l'autre bout des rails du ciel, Ueno l'attendait, le même sourire, le même regard, enfin réunis, pour toujours. Ce jour-là, le Japon perdit un chien, mais ceux qui l'avaient connu, même brièvement, savaient qu'il perdait bien plus qu'un animal. Le corps de Hachiko fut transporté dans la salle des bagages de la gare. Là, le personnel se réunit. Certains pleurèrent en silence, d'autres récitèrent une courte prière. Le gardien-chef déposa un bol de riz à côté de lui, comme pour un dernier repas. Le 12 mars, une cérémonie eut lieu, une véritable veillée funèbre. Yaeko Ueno, la compagne du professeur, était présente, Kobayashi aussi, le vieux jardinier. Et avec eux, des centaines de personnes, jeunes, vieux, anonymes, venus lui dire au revoir. Les journaux du pays relayèrent la nouvelle en une. Hachiko, le chien fidèle, est mort. Des enfants déposèrent des fleurs. Une école fit observer 1 minute de silence. Certains pleurèrent, comme on pleure un parent. Il fut décidé que ses cendres seraient enterrées auprès du professeur Ueno, au cimetière d'Aoyama. On creusa une petite cavité, juste au pied de la pierre tombale du maître. Et ainsi, après presque 10 ans d'attente, Hachiko le rejoignit enfin. Le printemps revint à Tokyo, comme il revient toujours. Les cerisiers de Shibuya fleurirent en nuages pâles, puis leurs pétales tombèrent doucement sur les pavés, sur les rails, sur le socle de la statue. Là, devant la gare, le bronze silencieux de Hachiko semblait veiller, toujours assis, toujours immobile, mais plus jamais seul. À la gare, on parla longtemps de lui. Les anciens racontaient son histoire aux nouveaux. Les enfants la connaissaient par cœur, avant même de savoir lire. Au cimetière d'Aoyama, une pierre discrète porte son nom, non loin de celle du professeur Ueno. Sous la terre, 2 vies séparées par la mort reposent côte à côte, unies au-delà du temps.
Mais Hachiko ne fut pas seulement un souvenir dans les cœurs japonais. Sa fidélité traversa les océans, les langues, les époques. On raconta son histoire dans les écoles, dans les livres, dans les journaux. On peignit son image, on sculpta son regard. On imprima sa silhouette sur des timbres, on la grava dans la pierre. On la porta même sur grand écran. Des statues s'élevèrent. À Shibuya, bien sûr. Cette première fut fondue pendant la guerre et remplacée en 1948 par la version actuelle, réalisée par Takeshi Ando, fils de Teru. Une autre à Odate, sa ville natale. Et une dernière, installée en 2015 à l'université de Tokyo, montrant Hachiko bondissant dans les bras de son maître, comme au jour des retrouvailles. Comme si, enfin, il avait été récompensé de tant d'années d'attente. Dans ses gestes, dans ses hommages, il ne s'agissait pas seulement d'un chien. Il s'agissait d'un symbole, d'un cri silencieux dans un monde trop bruyant, d'une vérité que seuls les cœurs encore capables de tendresse peuvent entendre. Il s'agissait de fidélité, de ce fil invisible qui relie deux âmes, même séparées par la mort, de cet amour absolu, sans condition, sans logique, sans expiration, de celui qui reste quand tout le reste s'effondre. Aujourd'hui encore, dans le vacarme perpétuel de Shibuya, les gens se donnent rendez-vous devant Hachiko. Les pas se croisent, les visages se perdent, les téléphones sonnent, mais parfois, certains s'arrêtent, un instant, en silence, et dans leur regard, on voit autre chose. Car ce chien, assis là, toujours, figé dans l'attente, c'est chacun de nous. Ce sont nos absents à nous. Un père, une mère, un ami, un amour perdu, un animal que l'on n'a jamais oublié, une voix qu'on espère encore entendre au détour d'un rêve. Chacun a attendu, un jour, sur un quai, dans un regard, dans un souvenir qu'on n'ose pas effacer. C'est pour cela qu'Hachiko bouleverse, parce qu'il ne raconte pas seulement son histoire, il raconte la nôtre. Dans cette attente sans fin, il nous tend un miroir, celui de notre fidélité parfois maladroite, mais profonde, de nos silences pleins d'amour, de cette partie de nous qui continue de croire, même quand le monde nous pousse à oublier. Hachiko ne parle pas, mais il dit tout. Et dans un monde qui court, qui consomme, qui zappe, son histoire demeure une boussole. Elle nous rappelle que l'attachement véritable ne se calcule pas. Il ne cherche ni récompense ni raison. Il naît, il grandit et parfois, il attend, simplement. Qu'il existe encore, dans ce monde pressé, des amours si entiers qu'ils résistent au temps, des fidélités qui ne s'effacent pas, même quand tout pousse à oublier. Car cet amour-là, comme celui de Hachiko, ne demande rien, ne juge pas, ne faiblit pas. Il reste, même quand il n'y a plus rien à espérer. C'est pour cela qu'il bouleverse autant. Parce que ce chien ne fait que ce que nous rêvons tous secrètement de faire, aimer, jusqu'au bout, sans calcul, sans condition, sans retour. Et peut-être qu'au fond, c'est pour cela que son histoire fait pleurer autant de personnes. Ce n'est pas juste un chien qui attend, c'est notre propre douleur, celle qu'on tait. C'est ce lien qu'on a perdu. C'est cette promesse qu'on aurait voulu tenir. C'est ce vide qu'on porte tous à un moment de nos vies. Alors on regarde Hachiko et on se sent compris dans notre fragilité, dans notre loyauté, dans notre chagrin. Il ne nous parle pas, mais il nous dit l'essentiel. Et c'est peut-être cela, le miracle, qu'un simple chien, assis sur le seuil du monde, nous rappelle ce que même les plus beaux mots n'arrivent plus à dire. L'amour vrai existe et ne meurt pas, il attend, jusqu'à ce qu'on le rejoigne.